Pourquoi 80% des producteurs échouent en Chine en 2026 et comment éviter les erreurs? J'ai vu des producteurs français en Chine perdre 30 000 €, pas parce que leur vent était mauvais, mais parce que le marché était mort. Ils ont commis des erreurs vraiment fondamentales. Et si vous ne comprenez pas ces erreurs en 2026, vous risquez exactement la même chose. Je m'appelle Jean-Charles Letellier, fondateur de Vinifield, basé à Bordeaux depuis plus de 15 ans, et j'accompagne les producteurs de vin, champagne et spiritueux à se développer en Asie, en Chine, au Vietnam, au Japon. Je ne parle pas de théorie, mais je parle du terrain. L'erreur numéro 1, c'est ne pas comprendre la face. La première erreur qui détruit les relations commerciales en Chine, c'est la notion de face. La face, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ego, c'est le respect, le statut, la réputation et l'harmonie. En Chine, on ne corrige pas un partenaire en public, on ne le presse pas brutalement sur les volumes, on ne le met pas en difficulté devant son équipe. Je vais vous donner un cas réel. Un producteur français, belle propriété avec des vins premium, trouve un importateur sérieux à Shanghai. Première commande, très bien. Deuxième commande, plus importante. Tout semble super bien parti. Puis lors d'un salon, en rendez-vous, 2 de ses membres, et le producteur dit à l'équipe chinoise, vos volumes commencent à rester faibles, il faudra faire mieux. Silence de l'importateur, sourire, la réunion se termine poliment. 3 mois plus tard, plus aucune commande, plus de réponse, parce que la relation est terminée. En Chine, on ne remet pas publiquement en cause la performance d'un partenaire, ça ne se fait pas. La relation s'est brisée à cause du business. Donc en Chine, cette erreur lui a coûté énormément d'argent. C'est pas un détail culturel, c'est vraiment stratégique. L'erreur numéro 2, c'est vouloir vraiment aller trop vite. La deuxième erreur, c'est beaucoup pensent, je vais envoyer des échantillons et on va signer les contrats très vite. Faux. En Chine, au Vietnam, en Thaïlande, on va tester, on va observer et on va construire la confiance. Ensuite, seulement on développe. Ceux qui veulent aller vite cassent les prix, ils donnent l'exclusivité trop tôt, ils surproduisent, ils investissent mal. 18 mois plus tard, stock bloqué, cash immobilisé et frustration. L'Asie fonctionne sur le long terme, toujours. Maintenant, on va regarder les chiffres sur la Chine. Volume importé, 207 millions de litres. Une baisse de 26%. Valeur 1,4 milliard, baisse de 11%. Prix moyen 7 $ par litre. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Eh bien le volume baisse fortement mais le prix moyen augmente. Pourquoi? Parce que le marché se purge, les produits entrée de gamme souffrent, les importateurs réduisent les stocks basiques et les consommateurs achètent moins souvent mais mieux. C'est une forme de premiumisation défensive. Moins de volume, plus de valeur par bouteille. Concernant l'Australie représente 40% des importations de vin en Chine. En 2025, c'est 34 millions de litres de bouteilles de moins de 2 litres. 540 millions en valeur, en dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont un positionnement clair, une cohérence nationale, ils investissent sur le marketing, l'adaptation au goût local et une patience. Les Australiens représentent plus de 50% des volumes exportés vers la Chine. Donc 700 domaines et 80% des vins haut de gamme australiens sont quasiment présents en Chine. Ils n'ont pas cherché le court terme et ils l'ont construit. Pourquoi la France a souffert maintenant? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Positionnement trop fragmenté, dépendance au luxe, manque d'unité marketing, moins d'agilité digitale et trop de rigidité. Beaucoup ont cru que le nom France suffisait pour vendre. En 2026, c'est plus vrai. La marque France ne vend plus. Et qu'est-ce que ça signifie pour un producteur français? 4 choses très concrètes. Numéro 1, adapter un marché plus petit mais plus premium. Si vous êtes entrée de gamme, sans différenciation, c'est très compliqué. Numéro 2, construire la marque avec un vrai storytelling, une présence digitale et de la formation et l'activation de terrain. Numéro 3, investir sur le long terme. Numéro 4, segmenter. Chine, Vietnam, Thaïlande, Japon. Chaque pays demande une stratégie propre. Concernant la Thaïlande, en 2025, le marché à l'importation des vins est de plus 6% et en valeur, ça représente 127 millions d'euros. Mais on observe une pression sur les prix. Certains pays deviennent de plus en plus compétitifs. Donc stratégie, prix et positionnement sont essentiels. Sur le Vietnam, croissance structurelle. Le Vietnam, c'est le 4e marché d'Asie du Sud-Est et avec une croissance projetée à 11% par an jusqu'en 2030 et 7% sur les volumes. Le vin reste petit, mais en croissance, ça augmente. Le Vietnam, il y a une histoire culturelle liée à l'influence française. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Et si je devais lancer une marque en 2026, je ferais 3 choses. Je choisirais un seul pays, pas l'Asie entière. Je construirais long terme avec une image, un réseau, une présence terrain. Et je regarderais sérieusement le sans alcool. Pourquoi? Parce que les jeunes sont de plus en plus intéressés par ce type de produit, moins de contraintes réglementaires, potentiel énorme en CHR, pays musulmans dans certains pays. Projection d'ici 2030, la Chine ne reviendra probablement pas au volume de 2017-18, mais elle restera un marché stratégique. Le Vietnam va monter, la Thaïlande va se structurer, le Japon va rester stable. Et le sans-alcool va continuer à progresser. L'Asie en 2026, c'est pas facile, mais elle est beaucoup plus intelligente. Elle récompense la patience, la compréhension culturelle, la stratégie, la cohérence. Si vous écoulez du volume rapidement, vous allez perdre. Si vous voulez construire une marque,
alors là, c'est là qu'il y a un vrai potentiel. Si vous êtes producteur et que vous voulez structurer votre développement en Asie en 2026, écrivez-moi en commentaire et je vous dirai honnêtement si votre produit a un réel potentiel.